Le Grand Live, la suite. Bienvenue si vous nous rejoignez, on va parler d'économie. Alors vous savez, on a l'habitude de dire qu'Israël est le pays du lait et du miel. Certes, et bien du lait et du miel à prix d'or. Le coût de la vie en Israël est parmi les plus élevés au monde. Oui, c'est ce que révèle un rapport annuel de l'Institut Taub qui se trouve à Jérusalem. L'État hébreu se hisse à la 7e place devant la Suède, les États-Unis, la Belgique ou encore la France. Invité dans un instant sur ce thème. Mais d'abord, résumé de ce rapport avec Laura Duhamel. C'est un rapport en demi-teinte que vient de publier le Centre Taub sur la situation socio-économique en Israël. Parmi les bonnes nouvelles en 2017, un taux de chômage historiquement bas et une hausse des salaires réels moyens. Des indicateurs au vert, particulièrement au sein de la communauté juive ultra-orthodoxe. De 2008 à 2013, le taux d'emploi des Haredim a augmenté de 73% chez les femmes et de 36% chez les hommes. Aujourd'hui, l'économie israélienne est dans un état de quasi plein emploi, ce qui influe positivement sur la consommation et le niveau de vie des citoyens. L'augmentation des taux d'emploi parallèlement à la hausse des salaires réels moyens a entraîné une augmentation impressionnante de la consommation au cours des dernières années et par conséquent une augmentation du niveau de vie. Le PIB national devrait lui augmenter de 3,1% en 2017, ce qui se traduit par une croissance d'environ 1,1% du PIB par habitant. Des chiffres légèrement inférieurs à l'an dernier et qui indiquent une croissance plutôt faible par rapport aux autres pays. D'autant que les défis à venir pour l'État hébreu dans les années qui viennent sont nombreux. Israël va faire face à des défis démographiques qui ralentiront probablement le taux de croissance économique, baisse de la population en âge de travailler, parallèlement à une augmentation de la population des communautés dont les taux d'emploi sont relativement faibles et dont les compétences ne sont pas compatibles avec le marché du travail moderne. Plus inquiétant, les prix de l'immobilier qui continuent d'augmenter à un rythme plus rapide que les prix des loyers et surtout un coût de la vie particulièrement élevé. Le rapport démontre ainsi que l'indice des prix israéliens est de 23% plus élevé que la moyenne des pays de l'OCDE. Un coût de la vie important qui, combiné à la flambée des prix de l'immobilier, préoccupe les Israéliens depuis plusieurs années. Mais malgré les nombreux mouvements sociaux et les promesses de réforme du gouvernement, la situation ne s'est pas améliorée en 2017. Et on en parle avec notre invité, Claude Bérébi. Bonsoir, vous êtes professeur d'économie à l'Université hébraïque de Jérusalem, mais surtout directeur de recherche pour les études de politique sociale au Taub Center, cet institut qui a donc publié ce rapport, un rapport quand même assez ahurissant. Comment c'est possible qu'en Israël, la vie soit plus chère que dans des pays comme en France, aux États-Unis, au Canada, alors que les salaires ne suivent pas ? Alors d'abord, bonsoir. Il faut être exact et dire que quand même, malgré le niveau des prix qui est quand même élevé et comme vous l'avez dit, parmi les plus élevés de l'OCDE, il y a eu une baisse de prix dans plusieurs domaines, dans même beaucoup de domaines, dans les vêtements, les chaussures, les meubles, l'électronique, même le loisir, tout ce qui est transport, communication et d'autres. Mais bien sûr, c'est vrai, on reste toujours, malgré cette petite baisse de l'année dernière, on reste toujours parmi les plus élevés des pays comparables de l'OCDE. Et en fait, c'est en partie parce que l'économie est forte que les prix restent élevés. Une économie israélienne forte maintient un shekel qui est assez fort par rapport aux monnaies étrangères. Et en comparaison, les produits locaux, nationaux, deviennent chers. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a eu des exemples quand même au cours de l'année dernière, par exemple des produits locaux, je pense aux produits laitiers, parce que c'est ça aussi le symbole de la cherté de la vie en Israël, qui est la incohérence incroyable, qui sont moins chers à l'étranger qu'en Israël. Comment vous l'expliquez ? Alors, bon, d'abord, il y a eu beaucoup de choses qui ont évalué le shekel, comme je vous le dis, et dès que le shekel devient très fort, les produits ici deviennent plus chers, même s'ils ont été produits avant, quand le shekel était moins fort, ont été vendus
quand le shekel était un peu moins fort. Ça peut arriver, mais l'évaluation du shekel maintient de beaucoup de choses. On a découvert du gaz, on a, bien sûr, on doit suivre la politique monétaire de nos partenaires commerciaux, étant donné, par exemple, l'Union européenne, l'euro a été dévalué plusieurs fois, et ce qui fait que notre shekel est devenu beaucoup plus fort par rapport à l'euro. Maintenant, quand il y a une évaluation du shekel, ce n'est pas toutes les industries qui souffrent de la même façon. Par exemple, les industries de high-tech, d'autres technologies, n'ont pas tellement de problèmes. Comme la marge de bénéficiaire est assez large, ils peuvent se permettre, ils continuent à exporter et tout marche bien. Par contre, d'autres industries souffrent et passent à la perte. Maintenant, ça... Donc on se rattrape sur le marché intérieur, il faut monter les prix. Mais le problème, est-ce que c'est pas aussi, parce que c'est bien d'avoir une économie forte, et effectivement les Israéliens pourraient s'en féliciter, sauf que les salaires ne sont pas au même niveau que ceux des autres pays auxquels est comparé Israël, notamment dans l'OCDE. Ça, est-ce que c'est un problème auquel Israël peut remédier ou pas? D'abord, c'est un problème. Mais une fois de plus, il faut faire la différence. On est dans ce qu'on appelle une économie duale. Une économie duale, ça veut dire il y a une partie de l'économie, si vous regardez par exemple les salaires dans le high-tech, les disparités sont énormes. Les disparités sont énormes, mais en high-tech, les salaires sont plus hauts en Israël comparablement aux pays étrangers, à l'OCDE ou d'autres pays. Par contre, dans le reste de l'industrie, les salaires sont beaucoup moins. Et c'est des différences de 30% plus de la moyenne et 30% de moins que la moyenne. Ça veut dire qu'il y a une très très grande différence entre ceux qui peuvent exporter et ceux qui doivent vendre seulement aux produits locaux. Maintenant, si vous voulez que les prix baissent, c'est l'importation. Parce qu'une fois qu'il y a l'importation en Israël qui est, si vous voulez, ouverte, et pour l'instant... faire sauter les barrières douanières. Exactement. Et pour l'instant, elle ne l'est pas. Vous avez parlé des produits laitiers. Les produits laitiers, par exemple, c'est très difficile de les amener de l'étranger, même si nous, on peut les exporter. Importer des produits laitiés, il y a beaucoup de barrières. Il y a ça, mais il y a aussi le problème des monopoles, des cartels. Exactement. C'est-à-dire, par exemple, dans la télécommunication, il y a eu cette révolution, le monopole a été brisé, les prix ont véritablement chuté, ce n'est pas le cas pour ces fameux produits laitiers. C'est vrai. C'est une partie de notre économie, on est un petit pays, et une partie de l'économie, c'est un héritage qu'on a eu depuis l'existence, depuis 1948, pendant beaucoup d'années, jusqu'au milieu des années 90, il fallait protéger l'industrie locale et certains permis ont été donnés pour mettre à garde l'industrie locale et en faisant ça, on a créé des petits monopoles. Maintenant, aujourd'hui, un monde global, on n'a plus besoin de protéger, on n'a plus besoin d'avoir des industries ici qui ont un avantage par rapport aux autres. On veut laisser la compétition faire son pas et il faudrait tout ouvrir. Mais ça prend du temps, ça ne se fait pas tout de suite. Il y a certains pas qui ont été faits par le gouvernement et on a vu certaines baisses dans, par exemple, les matières, les domaines dont je vous ai parlé. Presque tous ont suivi une ouverture de l'importation. Un dernier mot, parce que l'immobilier, c'est un peu le symbole de cette vie chère en Israël. Récemment, l'OCDE a dit attention aux Israéliens, vous êtes peut-être en présence d'une bulle qui pourrait exploser. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce que cette bulle immobilière existe en Israël? Je ne sais pas si c'est une bulle, il y a beaucoup d'arguments pour et contre, mais je ne pense pas que ce qui est important, c'est si c'est une bulle. La question, c'est est-ce que les prix vont baisser, vont rester ou vont continuer à augmenter? D'après ce que l'on voit dans notre recherche, l'Israélien pense que les prix vont continuer à augmenter et tant que l'offre n'attrape pas la demande, et au moins de la même quantité, même si peut-être plus, il n'y aura pas une baisse de prix. Parce que tout ce qu'il y a autour ne suffit pas et ne fait pas la baisse.
Bon, bah donc ça va continuer de monter, ça va pas faire plaisir à ceux qui vivent ici, mais c'est comme ça, c'est votre constat, Claude Bérébi. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au Taub Center qui a réalisé donc cette étude annuelle sur la cherté de la vie. Merci d'avoir été notre invité. Un plaisir, merci. On va parler de cette tradition en Israël, faire un voyage à travers le monde après avoir effectué son service militaire. Alors si la plupart des jeunes Israéliens sont fin prêts pour vadrouiller, ils ne sont en revanche pas assez armés pour affronter les critiques plus ou moins virulentes contre Israël des populations locales au sein des pays qu'ils visitent. Et pour y remédier, eh bien, une association a mis en place un programme validé d'ailleurs par Tsahal qui apprend à ces jeunes Israéliens à devenir des ambassadeurs de leur pays à travers le monde. C'est un reportage de Charlotte Hauser. Ces jeunes Israéliens sont encore incorporés. Certains ont fini leur service militaire récemment et s'envoleront d'ici quelques mois vers des contrées lointaines. D'autres ont même déjà commencé à voyager. Aucun d'entre eux n'a pourtant été formé à faire face aux critiques contre l'armée israélienne à l'étranger. Et cela, Neil, le premier intervenant, compte bien le leur prouver. Pourquoi est-ce que les Israéliens et les Pakistanais se battent? Ce ne sont pas les Pakistanais. Ce ne sont pas les Pakistanais? Je ne comprends pas. Ce sont les Palestiniens. Oh, les Palestiniens, c'est la même chose, non? Quel est le problème? Ils pensent que c'est leur pays, mais c'est le nôtre. Ils vivent là depuis longtemps pourtant, de ce que j'ai compris. Ils n'ont pas leur place ici. Pas de place ici? Cette jeune soldate confirme devant toute la salle qu'elle n'est pas préparée à faire face à des questions pourtant fréquentes. En cause, une mauvaise maîtrise de l'anglais qui traduit mal sa pensée. Et ce, sans même qu'elle s'en rende compte. Pour éviter de telles situations, l'expert en communication donne plusieurs clés. Les gens dans l'armée ont souvent 18, 19, 20 ans. Ils sortent tout juste de l'école et ils doivent affronter des changements de vie et des défis au quotidien. Si vous arrivez à montrer l'aspect personnel, la complexité de l'histoire, je pense que les gens comprennent que cela va au-delà des représentants officiels de l'armée. C'est ça Israël. Après plusieurs heures d'intervention, de jeux de rôle et de playback, les participants ont un nouvel exercice. Shlomit, 24 ans, ancien officier, a terminé son service il y a 3 mois. Dans quelques semaines, elle fera le tour de l'Asie. Dans une simulation, elle met en pratique ses conseils et n'oublie pas le plus important, personnaliser son histoire face à un interlocuteur hostile à Tsahal. Tu as servi dans l'armée israélienne? 5 ans. 5 ans? Dans l'unité chargée de l'éducation. Tu savais qu'on en avait une? Vous vous comportez mal avec les Arabes, avec les réfugiés, depuis plus de 60 ans. Je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Ok, maintenant, tu veux m'écouter? Oui, je peux t'écouter. Parce que ce que j'ai fait durant 5 ans, c'est d'éduquer pour diffuser des valeurs et éduquer à ne pas tuer. Et comment être un bon soldat dans l'armée. C'est ce que j'ai fait. Environ 400 000 Israéliens âgés entre 20 et 24 ans se rendent à l'étranger chaque année. En contact direct avec les populations locales, ils sont une arme diplomatique majeure pour l'État hébreu, à condition de maîtriser les outils de communication et d'avoir un comportement exemplaire. Pour s'assurer que ces jeunes, libérés de leurs obligations militaires, deviennent les meilleurs ambassadeurs du pays, 3 anciens soldats d'élite ont créé ce programme baptisé Israel Is. Une idée née de leurs expériences personnelles à l'étranger. L'initiative a été validée par le ministère de la Défense. J'aurais aimé avoir accès à cette formation pour pouvoir réaliser qu'il y a quelque chose d'unique dans le fait de voyager à l'étranger, puisque les gens vont vous parler d'Israël. Cela ne veut pas dire que vous allez le provoquer, mais on va toujours vous poser des questions. C'est inévitable. Pour cette première année depuis sa création, le programme Israel Is a déjà attiré 7000 jeunes. L'objectif est de 40 000 l'an prochain. Voilà, on va rester dans cette sphère militaire. Ils ne partent pas encore en voyage à travers le monde, mais ils ont été récompensés par Benjamin Netanyahou. Cérémonie de remise des insignes aux nouveaux pilotes de l'armée de l'air israélienne. L'occasion pour le Premier ministre israélien vient de souligner l'actualité des menaces qui entourent Israël. Nous sommes confrontés à de nombreux défis, du nord au sud, mais aussi à l'ouest. Autant de fronts contrôlés par l'islam radical qui a fait payer un lourd tribut à notre région. Mais pas à notre pays. Nous sommes un îlot au milieu de ce volcan brûlant. Nous préservons notre sécurité. Nous ne permettrons pas l'implantation des forces militaires iraniennes en Syrie. Nous opérerons contre la fabrication d'armes de précision dirigées vers nous.
Voilà, menaces qui sont dirigées contre Israël. Cela vient de Syrie. La Syrie, justement, on y vient avec vous, Jonathan Serrero. On vient de l'apprendre ce soir. Arrestation en Syrie d'un important djihadiste français. Oui, c'est une source proche du dossier qui vient de le révéler il y a quelques minutes seulement chez nos confrères de TF1, LCI. Son nom, Thomas Barnouin ou Thomas Abdelkrim. Il aurait été arrêté le 17 décembre dernier par des combattants kurdes, toujours selon cette source, avec 2 autres Français, notamment Romain Garnier et Thomas Collange. Les 3 hommes convertis au début des années 2000 sont tous soupçonnés par les services de renseignement français d'avoir combattu dans les rangs de Daesh. Et ce n'est pas la première fois, Daniel, que Barnouin est arrêté, puisque déjà en 2006, le djihadiste originaire d'Albi avait été interpellé par l'armée syrienne alors qu'il tentait de se rendre en Irak en compagnie, je dirais, d'un gros poisson aussi de cette nébuleuse terroriste du sud-ouest, Bari Essid, une nébuleuse dont faisait partie un certain Mohamed Merah, dont Thomas Barnouin est considéré comme proche tout de même. L'homme aujourd'hui âgé de 36 ans avait été remis aux autorités françaises en 2016 puis condamné en 2009. Thomas Barnouin a toujours été considéré comme l'une des figures de l'islam radical dans le sud-ouest de la France, avec notamment des allers-retours incessants vers l'Arabie Saoudite. Alors, puisqu'on parle de terrorisme, il y a un possible acte terroriste, il faut rester prudent pour l'heure, à Saint-Pétersbourg cet après-midi. Vous avez plus de détails? Oui, une explosion qui aurait été provoquée, selon les toutes dernières informations du comité d'enquête russe qui est sur place, par un engin explosif artisanal. C'est aux alentours de 18h30 qu'une importante détonation, selon les témoins sur place, aurait été entendue, donc au niveau du grand centre commercial de la cité historique russe. Le bilan provisoire pour le moment est de 9 blessés et de 70 personnes évacuées. D'importantes forces de police et de secours sont sur place. On se souvient que le métro de Saint-Pétersbourg avait été la cible d'un attentat, cette fois terroriste, faisant 14 morts et 53 blessés. Merci beaucoup, Jonathan Serrero. On vous retrouvera régulièrement dans le Grand Live. C'était il y a tout juste 10 ans, un assassinat qui marquait l'histoire du Pakistan, celui de l'ex-première ministre Benazir Bhutto, figure du féminisme et de la modernité. Oui, 10 ans plus tard, toute la lumière n'a pas encore été faite sur cet assassinat. Les commanditaires ne sont toujours pas inquiétés par la justice. Quelques 20 000 personnes ont participé en tout cas aux hommages aujourd'hui. Océane Nicole et Marie-Peter. Ils sont des centaines venus se recueillir autour du tombeau de leur ancienne première ministre. Nous sommes à Gari Koudabask, à 450 km de Karachi. C'est le fief de la famille Bhutto et c'est ici que l'ex-chef de gouvernement est enterré. Nous sommes des orphelins, c'est ce que certains Pakistanais ressentent depuis la mort de Bhutto. Dans la foule, ils brandissent des drapeaux noirs, verts et rouges, les couleurs du PPP, le parti du peuple pakistanais, le parti de Benazir Bhutto, fondé par son grand-père. C'était il y a 10 ans, le 27 décembre 2007, Benazir Bhutto était assassiné. La première ministre du Pakistan venait de terminer un meeting de son parti. À bord de sa voiture blindée, Bhutto saluait la foule lorsque plusieurs coups de feu ont retenti, suivis d'une explosion. Les circonstances de l'attaque restent floues. Le mari de l'ancienne première ministre avait refusé qu'une autopsie soit effectuée sur le corps de sa femme. Mais selon la version la plus acceptée, l'assaillant serait un jeune homme de 15 ans. Il aurait tiré dans le cou de la première ministre avant de déclencher sa ceinture explosive, causant la mort de 24 personnes. Pour les autorités pakistanaises, l'attaque aurait été orchestrée par les talibans. Seules 2 personnes ont pour l'instant été condamnées. Il s'agit de 2 policiers condamnés à 17 ans de prison chacun. Ils ont été reconnus coupables de mauvaise gestion de la scène de crime selon les termes juridiques. La scène de crime avait en effet été lavée au Karcher 2 heures seulement après les faits, alors que des indices auraient encore pu être retrouvés. Benazir Bhutto a été la première et unique femme dirigeante du Pakistan, un fait rare, dans ce pays qui figure à l'avant-dernière place du classement du Forum économique mondial sur l'égalité des sexes. Elle était aussi la première femme élue démocratiquement à la tête d'un pays musulman. L'ancienne première ministre était un symbole pour la population. Plusieurs bâtiments publics et universités portent encore son nom aujourd'hui. L'ex-star du PSG, Georges Weah, aux portes du pouvoir au Libéria. Le candidat à la présidentielle est donné favori face à l'ex-président Boakai. Le second tour a eu lieu hier et le dépouillement est toujours en cours. Oui, les résultats devraient être connus seulement dans plusieurs jours. Mais première victoire, et bien le scrutin s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Betsabe Salem. Faible participation au second tour. C'est la formule qui fait la une de la presse libérienne au lendemain du scrutin. Ce mardi, 2 millions d'électeurs étaient appelés à départager l'ex-star du football, Georges Weah, et le vice-président sortant, Joseph Boakai.
Si selon les médias la participation était décevante, de nombreux Libériens soulignaient l'importance de cette journée à la sortie des bureaux de vote. C'est important parce que nous voulons la paix, nous voulons l'unité de notre pays. Donc en tant que citoyen du Libéria, vous devez voter et voir comment le pays peut être développé. C'est un grand moment pour moi que de vivre ce processus historique pour notre pays. C'est la deuxième fois que je vote au Libéria. C'est important parce qu'après des années de guerre civile, c'est la première fois que nous assistons à une transition du pouvoir d'une personne à une autre. Donc aujourd'hui, c'est important pour moi et pour le Libéria. En dépit des tensions politiques entre les candidats, le second tour de la présidentielle s'est déroulé dans le calme. Les appels des deux finalistes à ce que le scrutin se déroule pacifiquement ont été entendus. George Weah, star du Paris Saint-Germain et du Milan AC dans les années 90, par favori après être arrivé en tête au premier tour dans 11 provinces sur 15. Le vainqueur succédera à Ellen Johnson Sirleaf, la première femme démocratiquement élue dans un État africain et prix Nobel de la paix. Elle cédera le pouvoir à son successeur le 22 janvier prochain. Le dépouillement des bulletins de vote devrait se poursuivre encore quelques jours. Ouais, c'est l'image étonnante du jour. Ce n'est pas un gratte-ciel, mais c'est pourtant la plus haute tour du monde qui s'apprête à être homologuée dans le livre des Guinness des records, ici à Tel Aviv. Ouais, il s'agit d'une tour construite en Lego et ce sont des enfants qui l'ont confectionnée. Et à l'origine de cette initiative, eh bien, il y a un hommage à un enfant israélien décédé d'une longue maladie. On va retrouver d'ailleurs Laura Jeannot devant cette tour géante en plein cœur de Tel Aviv, Laura. C'est Ron Hulday lui-même, le maire de Tel Aviv, qui a annoncé la hauteur de cette tour, 36 mètres de haut, près de 36 mètres de haut, je devrais dire, car elle fait en fait 35 mètres 950, un nouveau record mondial si l'équipe du Guinness des records le valide. Pour en arriver là, les habitants de Tel Aviv se sont énormément mobilisés dans les écoles, dans les centres communautaires, mais aussi dans les entreprises. Il a fallu collecter près d'un demi-million de petites briques en plastique et les assembler. Beaucoup d'efforts pour la bonne cause, car ces briques ont été assemblées pour ériger cette tour en la mémoire d'Omer Sayag, un petit garçon de 8 ans qui aimait beaucoup jouer au Lego et qui était atteint d'un cancer. Il est décédé il y a 2 ans. C'est donc en sa mémoire que cette tour restera ici sur Kikar Rabin, sur la place Rabin de Tel Aviv jusqu'au 30 décembre. Voilà, Laura Jeannot et reportage à avoir demain soir dans le Grand Live sur la confection de cette tour géante. Voilà, le rendez-vous est pris. En attendant, l'Irak, terre de rédemption pour un basketteur américain qui a connu la prison aux États-Unis. C'est une histoire peu banale que celle de ce joueur devenu une star dans le championnat irakien. Ouais, à tel point qu'il a obtenu la nationalité irakienne pour porter également le maillot de l'équipe d'Irak. Des prisons américaines aux parquets irakiens. Cette histoire nous est racontée par Marie Peter. Rebondir à Bagdad, c'est l'histoire peu commune de Mayfield de Mario. Le basketteur américain évolue maintenant en vert et blanc, les couleurs de son club, le Baghdad's Oil Club. Le basketteur d'1m95 et 91 kg a fait ses premiers dribbles en blanc seulement avec les Hornets de Charlotte dans le championnat universitaire américain. Arrêté en mai 2013 pour complicité dans les préparatifs d'un vol à main armée, il se retrouve alors dans une très mauvaise passe et décide de plaider coupable. Cela lui permet d'éviter la prison de justesse, mais il écope de 10 mois de travaux d'intérêt général et surtout, une fois sa peine purgée, il est mis au banc par les équipes professionnelles américaines. C'est donc un club de Bagdad qui le sort de ce difficile entre-deux en 2015. Ça me plaît d'être ici. J'ai rencontré beaucoup de gens bien. Ils font partie des gens les plus généreux que j'ai jamais rencontrés. Ça me plaît beaucoup. En quelques mois, l'homme se démarque et devient la star du basket irakien avec une moyenne de 29 points, 8 rebonds et 8 passes décisives par match. Il est élu meilleur joueur du championnat irakien et la double nationalité vient de lui être accordée. Je suis irakien, américano-irakien, et j'ai de la chance de pouvoir jouer dans l'équipe nationale irakienne, de faire ce que j'aime et d'avoir la double nationalité. De nombreux Américains n'ont pas cette chance d'obtenir la double nationalité en faisant quelque chose qu'ils aiment. Je suis reconnaissant d'avoir eu cette chance. 80 basketteurs américains ont sauté le pas depuis 2015 pour jouer en Irak. Et de Mario Mayfield ne regrette pas d'avoir saisi la balle au bon, même s'il reconnaît hors micro qu'il a d'abord eu peur pour sa sécurité. Il a d'ailleurs préféré laisser sa femme et sa famille en Floride. Mayfield de Mario est payé 30 000 $ pour la saison, une fortune en Irak, une misère pour un basketteur professionnel aux États-Unis. Mais selon lui, il a eu la main chaude. Mon objectif, c'est de venir travailler dur tous les jours et d'inculquer la bonne culture du basket aux autres joueurs. Je veux leur montrer à quel point il faut travailler dur pour être un bon joueur tous les jours.
Son nouvel objectif, éviter tout faux pas dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2019. Il travaillera avec un autre expatrié, le nouvel entraîneur franco-turc Erman Kunter. Champion de France en 2010 avec Cholet, Erman Kunter a quitté Le Mans en février dernier pour tracer, lui aussi, une nouvelle trajectoire en Irak. Voilà, on va vous montrer d'ailleurs à propos de sport des buts de football. C'est la colère en ce moment de Mourinho qui domine en Angleterre. Mourinho, l'entraîneur de Manchester United, qui n'apprécie pas le coup de mou de son équipe qui a encore été tenu en échec hier par Burnley sur son terrain. 2 buts partout. Manchester qui est toujours deuxième, certes, mais qui est en train de décrocher complètement vis-à-vis de son voisin City. Vous voyez que ce ballon n'est pas rentré et donc finalement Manchester va réussir à revenir après avoir été mené 2-0. C'est le remplaçant Lingard qui a été le sauveur et le libérateur de Manchester United, mais ça ne suffit pas. Ouais, lui en revanche est hors jeu. Il s'agit de Kevin Spacey dans le film Tout l'argent du monde du réalisateur Ridley Scott. Il s'est donc fait évincer après ce scandale sexuel. Sandy Fortis. Mon grand-père n'était pas seulement l'homme le plus riche au monde, c'était l'homme le plus riche de l'histoire du monde. Dans la première version du film, c'est Kevin Spacey qui incarnait le richissime Paul Getty. Mais début novembre, l'acteur se retrouve au cœur d'un scandale. Il est accusé d'agression sexuelle et doit en payer les conséquences. Netflix le vire de la série House of Cards alors qu'il jouait le rôle principal. Et à 6 semaines à peine de la sortie du film, Ridley Scott décide de supprimer toutes ces scènes dans son dernier film, Tout l'argent du monde, et de les faire rejouer par un autre acteur. Monsieur Getty, votre petit-fils s'est fait kidnapper. Un défi de taille qu'ont fini par accepter les producteurs du film. Le film aurait pu ne pas sortir. On aurait pu me dire, désolé, on ne va pas dépenser un sou de plus pour vendre ce film. Car quand un film est fini, il y a ce que l'on appelle l'étape marketing et publicité. Il faut dépenser de l'argent pour payer tout ça, les posters, les publicités et tout le reste. C'est de l'argent et les producteurs auraient pu laisser tomber. Et le film serait mort. Mark Wahlberg et Michelle Williams, les autres acteurs principaux du film, sont eux aussi partants et ne demandent pas à être payés plus. Rapidement, l'équipe repart en Italie et en Angleterre pour 9 jours de tournage. Coût de l'opération, 10 millions de dollars à ajouter aux 40 millions déjà investis. Pour remplacer Kevin Spacey, c'est Christopher Plummer qui est choisi. Ironie du sort, c'était déjà le premier choix de Ridley Scott pour son rôle, mais les producteurs avaient préféré engager quelqu'un de plus connu. Qu'êtes-vous prêt à donner pour assurer la sécurité de votre petit-fils? Rien du tout. Aujourd'hui, ils sont gagnants sur tous les tableaux, leur morale est intacte et la critique américaine célèbre la mission historique et surhumaine accomplie. Christopher Plummer a même été nommé aux Golden Globes, l'antichambre des Oscars, 2 semaines seulement après avoir achevé le tournage. Reste à savoir si le succès suivra au box-office. Voilà, on a quelques secondes pour dire que c'est la fin de ce journal. Et très belle soirée à tous, à demain.